Janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé et la République populaire de Chine annoncent la découverte en Chine de nouveaux coronavirus. Le 11 mars 2020, avec plus de 121 000 cas rapportés, l'OMS a officiellement déclaré que l'épidémie était maintenant considérée comme une pandémie mondiale. À ce jour, plus de 110 millions de cas ont été rapportés à travers le monde et plus de 2 millions de décès enregistrés. Les États-Unis restent le pays le plus atteint avec près de 500 000 morts et plus de 27 millions de contaminations. L'Afrique et la Côte d'Ivoire ne sont pas épargnés. En Côte d'Ivoire, plus de 30 000 cas sont enregistrés. Heureusement, il y a des guérisons. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire n'est pas restée bras croisés depuis l'annonce des premiers cas en Côte d'Ivoire. Cette émission, initiée par la Direction générale de la communication, vient en appui aux actions multiples et annonce le top départ d'une énième vaste campagne contre la Covid-19. Pour comprendre, analyser et sensibiliser, nous avons sur ce plateau des invités, et non des moindres, le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bienvenue, très révérend pasteur. Merci. Nous avons avec nous également le professeur Dagnan Ncho Simplice, membre de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Temple Jourdain de Marcory, membre du Conseil de santé de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, enseignant, chercheur de santé publique de l'UFR Sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, responsable du laboratoire de recherche en santé publique. Il est également ex-directeur général de la santé, ex-directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. Bienvenue, professeur. Merci. Docteur Aoui Daniel, médecin, directeur général de l'hôpital méthodiste de Dabou, spécialiste de maladies infectieuses et tropicales. Il a également le master 2 de management sanitaire et gouvernance hospitalière. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau et bienvenue à vous, chers téléspectateurs de Espérance TV. Avant toute chose, nous vous proposons de suivre le témoignage de malades guéris du coronavirus, témoignage proposé par la production. Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop Covid-19. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 25 juillet 2020, j'ai annoncé aux membres du bureau du conseil du jubilé de Cocody ma guérison. En effet, je suis là pour vous parler du Covid, une maladie qui existe. Un mois plus tôt, le 23 juin, je perdais l'odorat. J'ai été assisté par ma charmante épouse qui m'a conseillé immédiatement de prendre contact avec le service médical de l'entreprise pour laquelle je travaille, qui, lui, m'a orienté vers Bingerville parce que des mesures strictes avaient été édictées par le groupe auquel appartient cette entreprise. Donc je pars sur Bingerville, on me fait le test et sans attendre le résultat, on me donne le traitement immédiatement, l'azithromycine, un anticoagulant, de la vitamine C, de l'aspirine. Et puis, en plus de cette grâce du Seigneur, d'avoir le traitement immédiatement, des frères et sœurs me disent de prendre des devants avec de la médication africaine qui a eu un effet très bénéfique, du gingembre, de l'ail, du citron, dans une potion chaude et un bain de vapeur avec de la menthe. Et ce traitement a duré 15 jours. Au bout de 15 jours, je reçois le résultat que j'aurais dû recevoir 48 heures après. Je reçois le résultat où on me dit que je suis positif. Alors, j'étais un peu perdu. Je rentre en contact immédiatement avec
le centre du Covid où on me demande de venir. Et lorsque j'arrive, haute grâce du Seigneur, je tombe sur le professeur Eoli avec qui j'ai été à l'école longtemps auparavant. Et il me demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, je suis là parce que je suis touché. Immédiatement, il me dit, si tu es là, c'est que tu es déjà guéri. Alors je me posais des questions. Le Seigneur a encore fait grâce. Et me voilà en train de me poser encore des questions. Pourquoi? Alors il m'explique que la maladie agit sur 4 jours et qu'au-delà des 4 jours, normalement, la maladie s'aggrave ou alors si les médicaments ont été prises très rapidement, j'en sors. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Et donc, on m'a donné un traitement complémentaire et le 25 juillet à minuit 10, je reçois mon résultat qui m'emmène dans ma joie littérale à avertir les membres du bureau du conseil que je sortais de la maladie. Le Seigneur m'a demandé de venir parler au peuple méthodiste pour leur dire que la maladie existe et que vous devez prendre le maximum de protection. Lorsque vous arrivez dans les temples, des consignes strictes vous sont données. C'est par amour pour le peuple de Dieu que ces consignes vous sont données. Protégez-vous, portez vos masques. Lorsqu'on vous demande de tendre les mains, tendez les mains et prenez les potions pour vous désinfecter les mains. C'est très très important. Gardez les distances et surtout, pendant tout le temps où vous êtes au temple, restez conscient que la maladie existe et que vous devez vous protéger, vous devez protéger les membres de la communauté à laquelle vous appartenez. Chers frères méthodistes, que tu crois ou tu doutes, la Covid tue. Protégeons-nous. Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop Covid-19. Vous l'avez compris, il s'agit bel et bien du coronavirus, ses symptômes et ses conséquences sur la santé de l'homme. Très révérend pasteur Isaac Boudji, c'est un fidèle méthodiste qui a rendu là son témoignage. Le coronavirus est bel et bien réel, même dans l'Église. Un commentaire? Je voudrais d'abord dire merci à Dieu, parce qu'en écoutant notre frère, Dieu a agi finalement pour lui apporter la guérison. Et nous croyons que le coronavirus existe. Donc des mesures doivent être prises pour éviter cette pandémie, cette maladie qui aujourd'hui fait beaucoup de ravages. Nous devons donc, sur les conseils qu'il a donnés vers la fin, respecter vraiment les mesures barrières. Et cela fera du bien à tout le monde, par la grâce de Dieu. Exactement. Et au cours de cette émission, nous reviendrons donc sur ces mesures barrières contre la Covid-19. Professeur Dagnon, oui. Un commentaire. Le frère Bolou expliquait tout à l'heure les symptômes qu'il a manifestés, la perte du goût. Merci. Je voudrais dire que la maladie s'exprime au départ par une fatigue intense, des maux de tête, puis viennent des signes comme la fièvre, les signes respiratoires. Quand on est contaminé, il faut attendre entre 2 et 12 jours, ce qu'on appelle, nous appelons la période d'incubation, qui peut durer en moyenne 5 jours, et c'est à l'issue de cette période que les premiers signes apparaissent. Au départ, à l'arrivée de la maladie, les signes qu'a décrit notre frère n'étaient pas dans l'arsenal des symptômes qu'on avait retrouvés. C'est bien plus tard et qu'on s'est rendu compte que le virus atteignait le système nerveux central, ce qui provoque la perte d'odorat, la perte d'un certain nombre de sens chez l'homme. Donc, effectivement, on ne peut pas nier que la maladie existe. La maladie existe bel et bien. C'est ça. Le virus circule dans la population ivoirienne, la population africaine, de façon intense. On verra bien plus tard la proportion des personnes qui peuvent héberger le virus sans développer les signes,
des personnes qui peuvent héberger le virus et faire quelques signes comme notre frère, et des personnes qui peuvent héberger le virus et avoir des complications et même en mourir. D'accord. Alors, nous allons revenir, comme vous l'avez bien dit. Avec vous, docteur Aoui, vous êtes également infectiologue. Voilà. Avec vous, parlez-nous un peu de l'histoire de ce virus. C'est vrai, il a été découvert en Chine, mais comment c'est fait, comment est-ce qu'il a été découvert? Bon, l'histoire de la découverte, nous n'avons pas assez de recul, mais ce que nous savons, c'est que c'est en Chine, à Wuhan, que cette infection a été découverte pour la première fois par les autorités chinoises, ensuite portée à la connaissance du monde scientifique et de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une infection virale qui n'est pas la première. Il y a eu des épidémies à coronavirus de SARS-CoV-1. Et ensuite, ce nouveau virus qui est apparu, et qui est un virus à ARN, et qui se transmet par les voies respiratoires, et la transmission directe, mais aussi, il y a aussi la transmission indirecte, dont on va certainement parler au cours de ces échanges. Professeur Dagnon, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, il dit simplement que le coronavirus, bon, corona parce que sa forme est sous forme de couronne, Couronne, d'accord. et il y a plusieurs types de corona, type alpha, bêta, etc. Et cette maladie existe depuis, enfin ce virus existe depuis longtemps, mais cette forme de Covid-19 est apparue effectivement en Chine en décembre 2019. Sinon, le virus circule avec plus ou moins de dégâts constatés, ça et là. En 2003, comme il a indiqué, il y a eu une épidémie en Chine. Et en 2012, il y a une autre épidémie à coronavirus. Et celle-là est la troisième meurtrière qu'on connaît. Mais sinon, avant, il y a eu d'autres épidémies. Mais je veux dire de façon récente, voilà les trois épidémies qui sont reportées à la connaissance du monde entier. D'accord. Alors, depuis mars 2020, la Covid-19 a été déclarée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel est l'état actuel des choses, professeur Dagnon? En mars 2020, on a eu l'entrée du virus en Côte d'Ivoire avec un premier pic. Lorsqu'on parle d'épidémiologie, avec la surveillance, on a eu un premier pic vers la mi-2020. Nous avons eu un premier pic, c'est-à-dire une période où il y en a eu beaucoup de cas, puis une période d'accalmie. Et depuis fin décembre, janvier, février, nous repartons encore avec de nombreux cas découverts chaque jour. Nous sommes dans un deuxième pic. La maladie ce qui traduit une circulation plus intense qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique ce fait? Il y a plusieurs facteurs, mais qui ne sont pas encore élucidés en Côte d'Ivoire. On a parlé de deuxième vague en Europe. Oui. Vous savez qu'à la fin de l'année, il y a eu beaucoup d'échanges entre les pays de l'Europe et nous, avec les congés ou les vacances de fin d'année. Oui. Donc, beaucoup de personnes ont pu avoir le virus et venir séjourner en famille. Là aussi, peut-être on va insister dessus. La transmission se fait de façon intense, souvent en famille, là où tout est relâché, où on n'insiste pas sur les mesures barrières, surtout au cours des repas de fin d'année, au cours des repas en famille, je voudrais dire. Donc, ça pourrait s'expliquer par ce phénomène. Mais un autre phénomène qui n'est pas encore élucidé aussi en Côte d'Ivoire, c'est les variances. On a une variante anglaise, une variante sud-africaine, mais la Côte d'Ivoire vient d'accueillir son premier séquenceur, c'est-à-dire l'appareil qui permet de voir les différentes variations du virus. Certainement que dans les jours, semaines à venir, on verra si ces variantes-là circulent en Côte d'Ivoire et sont à l'origine de cette montée de nombre de cas. D'accord. Alors, courant mars 2020, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire fait une première communication sur justement l'apparition du coronavirus et les mesures à prendre pour freiner la maladie et pour éviter sa propagation. Il faut simplement dire que l'Église a été durement éprouvée. Nous n'avons jamais vécu une telle pandémie.
Et lorsque la nouvelle est tombée, le bishop, qui est le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a pris des dispositions avec le conseil de santé, dont le vice-président est ici avec nous sur le plateau, et avec le directeur général aussi de l'hôpital méthodiste de Dabou, a pris donc des dispositions pour que l'information soit donnée à toute l'Église et que les dispositions soient prises au sein de notre communauté. Et vu que le Conseil de santé, le Conseil national de santé a déjà donné le ton par rapport à toutes les dispositions, nous sommes rentrés dans ce créneau pour respecter de façon scrupuleuse tout ce qui a été énoncé par le Conseil, à savoir le port des masques, le lavage des mains systématique. Et au départ, il a été aussi demandé qu'il y ait quand même des distances entre deux frères, deux sœurs, ainsi de suite. Donc, toutes ces dispositions prises par l'État du Côte d'Ivoire ont été respectées par l'Église. Il y a eu aussi de nombreux cultes, puisqu'il faut respecter donc, les distanciations. Donc, de nombreux cultes qui ont été faits dans les grandes églises de la place. Et nous avons suivi cela avec beaucoup de pincement au cœur, parce que nous n'avons jamais vu une telle maladie qui décime tout et qui envahit le monde. Donc, une pandémie mondiale. Cela a-t-il eu un impact sur la ferveur des fidèles? Bien sûr, puisque nous nous rassemblons le plus souvent. Tous les dimanches, il y a des cultes avec plus de 800 personnes, 1200 personnes. Et du coup, ces différents cultes ont été réduits à 3, à 4, à 5 cultes. Ceux qui se voyaient le plus souvent le dimanche ne se voyaient plus. Les cultes ont été réduits dans les classes méthodistes. Et même au niveau de la finance, ça a été un coup dur pour l'Église. Donc, il faut utiliser d'autres moyens pour faire communiquer, pour faire avancer, pour faire ceci et cela. Cela a secoué durement l'Église, mais nous sommes restés avec le Seigneur. Par la grâce de Dieu. Docteur Aoui, dans les premiers jours de l'apparition de la maladie, il a été demandé aux personnes âgées et aux personnes souffrant de pathologies de se protéger. C'était la population cible pour éviter donc la contamination et la propagation du virus. Aujourd'hui, l'on nous parle de sujets jeunes. Qui sont au juste les personnes les plus exposées? Merci bien-aimé. Tout le monde est sujet cible. Seulement les personnes dont vous avez fait mention tout à l'heure sont des personnes à risque, les populations, pas des populations à risque. C'est les populations qui développent plus facilement des formes graves de cette infection, de cette pathologie. C'est-à-dire que des personnes qui ont plus de 65 ans, des personnes qui ont des pathologies aggravantes, par exemple des hypertendus, des diabétiques, des personnes obèses, des femmes enceintes, et des personnes qui sont sur un traitement de maladies chroniques, et des personnes qui sont sous, par exemple, des corticothérapies, c'est-à-dire des médicaments qui dépriment l'immunité. Ce sont des personnes qui vont développer des formes graves de cette maladie. Ce sont ces personnes qui sont des personnes à risque. Sinon, tout le monde est réfractaire à cette maladie. Tout le monde peut développer la maladie. On parle des enfants aujourd'hui parce que les enfants sont des vecteurs, j'allais dire des réservoirs. Ils développent très peu de signes. Ce sont des personnes qui ont l'infection. L'infection est inapparente, mais qui peuvent contaminer. Même les personnes adultes, vous savez que la maladie, à 48 heures du début des signes, est déjà transmissible. Donc, très souvent, ce sont des personnes apparemment en bonne santé qui sont les plus gros vecteurs de transmission, de support de transmission de la maladie. Oui, professeur Dagnon. Oui, merci. Je voudrais
compléter ce qui Oui, vient d'être dit. allez-y. Il faut dire qu'en dessous de 12 ans, rarement on trouve des cas. Mais au-delà, et surtout chez les 60 et plus, c'est là que la maladie peut s'aggraver. On est sans savoir que plus l'âge avance, plus on a des comorbidités en termes de diabète, hypertension. Il faut savoir que le VIH sévit en Côte d'Ivoire, même si c'est plus ou moins sous contrôle. Toutes ces personnes qui sont sous traitement ou qui ont des maladies chroniques peuvent développer facilement des formes graves. Cela dit, j'indiquais tout à l'heure en propos introductif que sur 100 personnes qui ont le virus, on a environ 60 à 80 qui ne vont pas développer des signes, ou bien qui vont développer des signes mineurs, qui vont en guérir, comme a dit notre frère dans le témoignage, qui vont en guérir même sans traitement. Il y a des personnes qui sont porteurs du virus et qui ne savent même pas. Maintenant, dans la proportion restante, il y a une partie qui va développer des signes, tous les signes, mais qui va s'en sortir avec un bon suivi médical, un bon traitement. Et il y a entre 5 à 10% qui vont développer des formes graves pour lesquelles on aura recours à la réanimation. Et malheureusement, c'est dans cette proportion-là qu'on trouve les personnes âgées avec les tas possibles qu'on connaît. Donc, il faut faire attention lorsqu'on a une maladie chronique. Quand on sait qu'on a le profil d'une maladie chronique, il vaut mieux aller savoir si on a une hypertension et un diabète et prendre cela en charge de façon la plus correcte possible. C'est se prémunir, se protéger contre cette maladie. Et bien sûr, respecter les mesures barrières. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir encore sur ces mesures barrières. Bien sûr. Pour qu'on puisse insister. On connaît, mais rappeler et insister sur certaines subtilités pour que ça soit mieux respecté pour la santé de tous. Alors, je voudrais juste indiquer que, vous avez vu en Côte d'Ivoire, par exemple, on a moins d'1% de décès. Sur l'ensemble des malades, il y a 0,65 ou 0,57% de personnes qui décèdent. Mais quand on voit la qualité des personnes qui décèdent et qu'on rapporte ça aux différentes familles, ça fait beaucoup. S'il y a un chef de famille, on a dit tout à l'heure, les plus de 60 ans, qui sont chefs de famille, qui tiennent des familles quand ils décèdent, vous voyez, c'est des conséquences sociales qui sont importantes et il ne faut pas qu'on néglige la maladie sous cet angle-là. Exactement. D'accord. Alors, parlons aujourd'hui de la cartographie de cette maladie dans le pays. On sait tous qu'Abidjan est l'épicentre de la pandémie. Alors, que dire des autres régions? Est-ce qu'elles sont à l'abri? Elles peuvent pousser des oufs de soulagement, docteur Ewi? Oui, Abidjan est l'épicentre effectivement de cette épidémie en Côte d'Ivoire. Mais il y a encore d'autres sites. Il y a des cas à San Pedro. On peut trouver des cas à San Pedro, à Boaké. Et même, je peux vous dire qu'à Dabo, on a eu des cas. Il y a eu 35 cas positifs à Dabo sur les 157 cas suspects qu'on avait identifiés. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'apanage d'Abidjan, mais c'est une épidémie qui s'étend de plus en plus vers les villes de l'intérieur. D'accord. Vous souhaitez ajouter quelque chose, professeur Dagnon? Oui, il faut dire que pratiquement tous les districts sanitaires de Côte d'Ivoire sont atteints. Et on a dit Abidjan est l'épicentre, mais il y a 2 districts qui, à eux seuls, concentrent 60% des cas. C'est Cocody-Bergenville et Makori, 13 villes Makori. Et pratiquement tous les districts de Côte d'Ivoire ont notifié au moins un cas. Donc toute la Côte d'Ivoire, on dit pratiquement est atteinte. Je voudrais rappeler simplement que la maladie est partie d'un seul cas. C'est ça. La maladie est partie d'un seul cas. Donc quand on a un cas dans une population donnée, la possibilité de transmission est évidente. C'est ça. Alors pourquoi spécifiquement ces districts d'Abidjan que vous venez de citer, Makori, Cocody, cela est dû à quoi? La maladie est venue d'Europe.
Et nos frères et sœurs qui viennent d'Europe de façon préférentielle vont dans ces deux communes-là, Cocody-Bergerville et Makori. Makori, nous avons une communauté qui est concernée de façon particulière. Maintenant, les conditions de vie peuvent expliquer cette transmission intense. Nous sommes dans ces communes-là, on va dire... La population est concentrée à l'intérieur des maisons. Souvent, c'est des espaces climatisés, fermés, non aérés, chambres climatisées, salons climatisés, véhicules climatisés, bureaux climatisés. Ça favorise. D'accord. Alors, avec vous, docteur Aoui, l'Église a un hôpital que vous dirigez d'ailleurs. Aux premières heures de la maladie, qu'avez-vous fait pour protéger votre personnel, vos malades qui étaient alités? Comment est-ce que vous êtes organisé? Ok, merci. L'hôpital méthodiste, aux premières heures, s'est déjà engagé dans la prévention. Et nous avions même rédigé un projet sous le coaching du conseil de santé. Le professeur et cher maître Dagnan est là. Il est venu avec une équipe de l'Institut national d'hygiène publique pour former tout le personnel. À la suite de cela, on a mis à la disposition de personnel des masques, tout ce qu'il y a comme mesures, les mesures de prévention qui sont en rapport avec cette maladie sont observées. Et donc, il y a des référents dans chaque service pour expliquer. Donc, les masques, les mesures de protection individuelle et les mesures de prévention et de contrôle des infections ont été mises à la disposition du personnel pour lui permettre de se préserver de cette maladie. Mais je vous informe que nous avons eu deux cas à l'hôpital, mais c'est des cas qui ont été bien gérés. Et puis, des cas de Covid? Oui. D'accord. Et est-ce que l'hôpital est habilité à recevoir et traiter les cas de Covid? L'hôpital, puisqu'il y a des cas suspects, il y a une équipe d'intervention rapide qui vient faire des prélèvements. L'hôpital même est impliqué dans le district, dans cette activité. Il y a une équipe d'intervention rapide qui fait les prélèvements, qui les achemine à l'Institut Pasteur. Et puis nous avons les résultats, les conduites à tenir, les mesures de traitement. Il y a des centres de référence qui sont là, qui s'occupent de la prise en charge médicale. D'accord. OK. Alors, la situation semble donc être maîtrisée au niveau de Dabou, de l'hôpital méthodiste de Dabou. Oui, depuis un mois et demi, il n'y a plus de cas positifs dans le district de Dabou. Grâce soit rendue à Dieu. Alors que nous pensions que les choses étaient sous contrôle dans le monde entier, l'Organisation mondiale de la santé annonce donc une mutation du virus. Le professeur Dagnan en parlait tout à l'heure, les 3 types de variants du virus coronavirus. Qui sont les personnes concernées? Comment cela est-il possible, professeur Dagnan? La variante britannique, qui a été la première à être diagnostiquée, n'est pas différente en termes de transmission, en termes de signes de la souche, on va dire. C'est les mêmes difficultés, les mêmes modes de transmission qui sont rencontrés. Et même des études ont montré que les vaccins qui étaient en production pouvaient protéger contre ces différentes variantes. Seulement, la probabilité de transmission, la capacité de transmission de ces variantes est plus élevée. C'est-à-dire que là où la COVID originelle, c'était une personne infectée pour 2 personnes contaminées, oui. On sera au-delà de ces possibilités de transmission. Et pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? C'est une infection virale. Techniquement, on dira que c'est un virus à ARN. Les virus à ARN sont obligés de devenir, je vais être un peu plus technique, ADN utilise le matériel de l'homme pour se répliquer. Ce sont des copies. Prenons l'exemple d'une photocopieuse. On fait des copies, il y a plusieurs copies. Et quand les copies sont rapides, on finit par avoir des copies qui ne sont pas identiques à la copie mère. Et plus tu vas avoir des copies qui ne sont pas identiques à la copie mère, on est en train de faire une sélection
de virus qui sont différents du virus mère. Et ces virus aussi vont se répliquer. Donc, on va adopter un caractère pas totalement identique au virus mère. Et ces virus vont avoir des sensibilités moindres par rapport à certains médicaments, ou même être moins susceptibles, moins sensibles à un vaccin qui est déjà efficace. Mais ce n'est pas un fait nouveau. Les virus respiratoires tels que la grippe classique, cette grippe classique, chaque année, il y a un nouveau vaccin. On est obligé d'améliorer, d'adapter le vaccin parce qu'il mute, il change carrément chaque fois de caractère, effectivement. Et aussi, j'ai envie de vivre, n'est-ce pas? Alors, devons-nous être inquiets vu ces multiples mutations? Je pense qu'on est déjà inquiet. Il ne faut pas être plus inquiet. Je dirais qu'au fur et à mesure que le temps passe, on devrait être moins inquiet, puisqu'on a des armes. On sait comment le virus se transmet, on sait ce qu'il faut faire pour se protéger. Je disais hier à son Excellence le secrétaire qu'on sortira de cette situation si tout le monde entier est vacciné. C'est-à-dire que le virus n'a plus la possibilité d'être hébergé ailleurs. Soit on est vacciné ou tout le monde a fait la maladie. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire simplement pour se protéger. D'accord, alors on reviendra plus on est inquiet, plus on fait des gestes qui ne sont pas adéquats. C'est ça. D'accord. Alors, on reviendra et sur le vaccin et sur les gestes qu'il faut faire pour justement se protéger. Très révérend pasteur, je me tourne vers vous et je vous repose encore la même question. Est-ce que nous devons être inquiets? Nous savons que l'Église a organisé un long moment de jeûne et prière. On s'attendait à la fin de la pandémie et voilà, il y a une résurgence donc de la maladie. Je voudrais aller dans le même sens que les spécialistes qui sont ici, qui nous demandent de ne pas être plus inquiets que cela. Mais nous avons, nous, au niveau de l'Église, le Seigneur Jésus, qui nous dit « J'ai vaincu le monde. Prenez courage. » Donc nous aurons certainement beaucoup de difficultés à traverser dans notre vie. Nous aurons également aussi de nombreuses épreuves à vivre. Mais sachons regarder à celui qui a dit « J'ai vaincu le monde ». Prenez courage. Notre Seigneur nous dit « Prenez courage, j'ai vaincu coronavirus ». Amen. Et ce coronavirus qui fait assez de ravages, à un moment donné, va s'éteindre totalement comme il est venu, comme toutes les autres maladies que nous vivons. Depuis la survenue du péché dans le monde, nous vivons. Nous vivons vraiment des cas, je vais dire même impossibles. Mais le Seigneur est avec nous. Nous prêchons donc ce courage dont il est question. Nous sommes en face de beaucoup d'épreuves. Oui. Mais le Seigneur est avec nous. Cela fait partie vraiment de notre vie de tous les jours. Mais il nous demande de regarder à lui. Et surtout, de prier. D'avoir les genoux à terre, de crier à lui. En Égypte, les enfants d'Israël sont passés par plusieurs canaux de souffrance, de difficultés, j'allais même dire de nombreuses maladies également. Ils ont crié au Seigneur, il est descendu, il a porté de l'aide, il a fait sortir les enfants d'Israël, il nous fera sortir nous aussi de cette maladie. Amen. Parce qu'il est le maître de la vie. Amen. Le virus se propage. Professeur Dagnan, que faut-il faire? Merci bien. Je voudrais, avant de donner les dispositions pratiques, donner les principes de transmission du virus d'un homme à un autre. C'est une transmission qui peut être directe à partir des sécrétions nasales lorsqu'on éternue ou à partir des postillons
des particules de crachat que nous émettons tous lorsque nous parlons. Alors, ces particules peuvent rester un certain temps dans l'air et passer d'une personne à une autre directement. Ou bien se déposer sur une surface et, de façon indirecte, une autre personne non contaminée peut s'infecter à partir des mains et en portant la main au visage, s'infecter. C'est pour cela que les principes majeurs de la prévention reposent sur la distance qu'on doit avoir entre deux personnes. Que cette distance-là soit au minimum d'1 mètre, sinon un peu plus, de sorte que nos postillons n'aillent pas d'une personne à une autre. À 1 mètre, on peut s'entendre. Oui. Lorsqu'on échange, on peut s'entendre. On n'a pas besoin de se rapprocher pour s'entendre. Deuxièmement, il faut porter les masques. Le gouvernement nous envoie des messages, insiste dessus, il faut porter les masques. Alors justement, comment porter son masque? Oui. Je voudrais, pour ce type de masque, vous voyez, en haut, il y a une petite barre de fer. Quand on sort le masque de son sachet, il ne faut pas toucher l'intérieur. L'intérieur qui doit poser sur le visage. La partie blanche? La partie blanche. Parce que la main peut être porteuse du germe. Donc, il ne faut pas toucher. On applique la partie blanche sur le visage et on épouse le contour du nez avec le petit fer qui est la partie métallique qui est en haut. Pour fixer. Pour fixer, bien fixer. Et on tire le bas vers le menton. Pour ceux qui portent les lunettes, parce que beaucoup de personnes se plaignent des buées, oui. Il faut poser les lunettes sur le masque, de sorte à bien fermer pour ne pas que, quand on parle ou on respire, la vapeur remonte vers les lunettes. Vous voyez, si je fais comme ça, lorsque je parle, ça remonte. Il y a des buées. Il faut poser là-dessus. Il faut bien tirer pour que, au niveau des deux côtés, il y a un petit élastique qui permet de bien fixer sur le visage. En ce moment, on est protégé. Lorsqu'on parle et que la personne qui est en face de nous, à 1 mètre, porte son masque aussi, la possibilité de se contaminer mutuellement est pratiquement de 0. Mais lorsqu'une personne porte son masque et l'autre n'en a pas, la personne qui a porté le masque peut se faire infecter, ou vice-versa. Donc c'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire, ou de façon générale, il est recommandé le port du masque. Alors, et les masques en tissu, ils ont aussi cette capacité de nous protéger en pagne que nous voyons généralement, que nous pouvons confectionner chez le couturier et autres. Ce dont je peux parler ici, c'est des mesures préconisées par le gouvernement. D'accord. C'est ce type de masque ou cet type que l'État de Côte d'Ivoire recommande. D'accord. Le reste, je ne peux pas me prononcer puisque je n'ai pas en ma possession des études qui en parlent. D'accord. Ensuite, lorsqu'on a son masque, je peux l'enlever pour qu'on puisse bien m'entendre, il faut se laver les mains. Le lavage des mains est primordial. On peut par les projeter le virus et la main va le prendre. Vous voyez, il a été montré que nous portons notre main au visage plus de 15 à 20 fois par heure. Soit pour gratter, pour faire quelque chose, mettre nos doigts dans les narines, mais en fait, la main est portée plus de 15 fois par heure au visage. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Soit pour arranger les lunettes, en tout cas, on porte de façon réflexe nos mains au visage. C'est pour ça que l'hygiène des mains est plus qu'importante. On a préconisé le gel hydroalcoolique, mais lorsqu'on a de l'eau et du savon, il vaut mieux se laver les mains. Comment? Alors, il y a les 10 étapes de lavage des mains qui ont été préconisées depuis la crise Ebola, la maladie à virus Ebola. Il faut d'abord se mouiller les mains. La première étape, c'est se mouiller les mains. Deuxième étape, prendre du savon, de préférence du savon liquide. Le faire mousser et frotter paume contre paume. Ensuite, traiter les espaces interdigitaux, c'est-à-dire les espaces entre les doigts.
Ensuite, prendre la main opposée pour nettoyer le pouce opposé, dans les deux sens. D'accord? La paume de la main droite sur le dos de la main gauche et vice-versa. Ensuite, former un point pour gratter, je veux dire, bien nettoyer la paume opposée et vice-versa. Mais en faire en sorte que toutes les parties du corps soient touchées par l'eau savonneuse. Et après, on rince. On rince la main. Bon, on dira, il faut le robinet. Lorsqu'on se lave les mains avec de l'eau savonneuse, il faut laver aussi le robinet. De sorte que quand on se rince les mains, on rince le robinet aussi avant de fermer. Alors, la question m'a été posée tout à l'heure, comment on nettoie? Faut sécher les mains. Il faut sécher les mains. Il faut remuer et faire partir les gouttelettes d'eau de préférence. Mais si on a un mouchoir, de grâce, il ne faut pas frotter. Il faut tamponner. Dans ces conditions, on s'est lavé les mains. Je disais tout à l'heure, pour peut-être rigoler un peu, nous mouillons souvent les mains avant d'aller manger. Vous voyez des personnes qui mettent les mains dans une bassine, ils se mouillent les mains, ils vont manger, et à la fin du repas, ils se lavent les mains avec du savon. Vous voyez, vous ingérez les microbes qui sont sur la main, et pour ne pas salir nos vêtements, on se lave les mains. C'est le contraire qu'il faut faire. Bon, il faut se laver les mains à l'entrée, se laver les mains à la sortie. D'accord. De sorte à ne pas ingérer. Alors, donc, distance, je voudrais insister sur ces trois principes-là. Distance d'au moins 1 mètre entre individus. Porter le masque, se laver les mains. Et la salutation? Les embrassades. Il faut éviter de se Quand on a toucher. 1 mètre, là, c'est difficile de se saluer, non? C'est ça. Voilà. Mais Il faut considérer qu'on est le seul à ne pas porter le virus et que tous ceux qui sont autour de nous sont potentiellement infectés. Qu'il faut les prendre comme des personnes infectées. Et il y a des situations où on se relâche et on n'est pas très vigoureux dans les mesures. En situation familiale, ah, c'est mon frère, c'est pas grave. En situation professionnelle, ah, j'ai l'habitude de travailler avec lui, c'est pas grave. Mais vous ne savez pas le chemin qu'il a emprunté avant d'arriver là. Vous ne savez pas. On n'a pas insisté, mais le virus peut durer des heures sur l'acier inoxydable. Vous voyez les poignées des portes. Quand c'est votre poignet, désinfectez-le régulièrement. Sinon, si vous rentrez dans le bureau, quelqu'un vous dit entrez, mais prenez le coude pour ouvrir la porte. pour ouvrir la porte. D'accord. Vous voyez qu'il faut toucher le moins possible à l'extérieur, dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Il faut toucher le moins possible des objets. Et sinon, c'est de laver les mains juste après. Alors, professeur, il y a aussi cette autre manière de se saluer avec le poing ou avec le coude. Est-ce vraiment recommandé? Vraiment, il faut rester à 1 mètre. Quand on a 1 mètre, c'est difficile de se donner des points. Le point là, c'est une partie de la main. Je vous ai dit que la main est portée au visage au moins 15 à 20 fois par heure. Que ce soit la paume ou le dos de la main, nous portons tous la main au visage. Donc il faut être prudent, très prudent, surtout lorsque on a une personne avec des tares, surtout lorsqu'on a une personne de plus de 60 ans, surtout lorsqu'on a dans notre environnement des personnes âgées, parce que nous-mêmes, on peut ne pas souffrir gravement de la maladie, mais on peut apporter le virus à des personnes âgées dans notre environnement. Donc il faut faire attention, ce n'est pas nous-mêmes, mais on peut désorganiser profondément notre famille. Je l'ai indiqué tout à l'heure, une personne de 50-60 ans, c'est une personne qui est responsable, qui a toute une famille à gérer. Si cette personne décède, vous voyez, c'est le désarroi dans la famille. D'accord. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il y a les vaccins qui sont en train d'être fabriqués. Il y a plusieurs types de vaccins. La Côte d'Ivoire qui bientôt va vacciner sa population. Est-ce que nous pouvons avoir des informations justement sur ces vaccins qui sont proposés? Combien de temps est-ce qu'ils sécurisent le corps humain? Est-ce que nous pouvons faire confiance? Est-ce que librement
nous pouvons aller nous faire vacciner? Bon, sur cette question, permettez que je ne sois pas précis, parce qu'il y a plusieurs types de vaccins qui sont développés. Il y a des vaccins russes, des vaccins indiens, des vaccins chinois, des vaccins européens, etc. Chaque type de vaccin développé a ses caractéristiques, a sa capacité de protection et les durées de protection. Mais tous ces vaccins ont en commun le fait qu'on n'ait pas de recul suffisant. De recul suffisant, tout ce qui est dit, c'est dit sur la base de l'expérience, mais je voudrais dire qu'il faut qu'on fasse confiance. Confiance à ce qui est fait officiellement. La Côte d'Ivoire devrait pouvoir vacciner ses populations d'ici le mois de mars. Mars prochain, c'est ce qui a été dit. Nous sommes dans l'attente de la réception de ces vaccins. Si ces vaccins arrivent, ceux qui peuvent se faire vacciner, il faut le faire. Il faut le faire parce que ça protège. Et on verra dans le futur quelles sont les caractéristiques de protection de ce type de vaccin. C'est vrai qu'il y a un lobby anti-vaccin qui se développe, souvent avec des argumentations basées sur des informations, je ne dirais pas très solides. D'accord. Très solides. Il faut faire très attention à ce qui est développé. Même avant que cette maladie n'arrive, il y avait déjà des lobbies anti-vaccins. Oui. D'accord. Le tétanos n'existe plus, la polio n'existe plus, pratiquement dans sa forme sauvage. C'est grâce à la vaccination. Merci, professeur. Alors, nous sommes toujours dans les dispositions pratiques. Il y a également d'autres mesures pratiques contre la COVID-19. Docteur Aoui. Oui, l'essentiel des mesures ont été déjà exposées par le professeur. Seulement, il faut dire qu'il y a le fait que lorsque on tousse, lorsqu'on n'a pas de mouchoir pour tousser dans le mouchoir, ou bien on peut tousser dans le coude pour éviter que les postillons ou bien les gouttelettes qu'on émet puissent être projetées loin de soi. Donc ça, c'est aussi un élément important qu'on peut utiliser dans la prévention de la transmission. Exactement. Il y a aussi la gestion des masques aussi. Une fois qu'on a porté le masque, on doit retirer le masque. Il faut retirer le masque à partir des cordes qui se posent sur les oreilles. J'ai là, le masque est là. Je l'ai mis comme ça. J'ai pincé le cou. Lorsque je dois retirer, je prends là, je retire et puis je jette dans la poubelle et ensuite je dois laver les mains. D'accord. Voilà, je pense que cela ajouté à tout ce que le professeur a dit, je pense que ça fait le tour un peu des mesures barrières. Alors le masque, il faut le porter pendant combien de temps? Une fois qu'on l'a porté, après une seule utilisation, est-ce qu'il est possible de revenir encore sur le même masque ou bien après juste la première utilisation, le mettre à la poubelle? La durée d'utilisation des masques dépend du milieu. Et si on est en milieu professionnel où le risque de contamination est élevé, bon, les masques, la durée d'utilisation des masques est très très réduite. Mais sinon, quand les masques sont encore très propres, ils ne sont pas sales, on peut les utiliser. D'accord. Donc le soir, en rentrant à la maison, j'ai enlevé mon masque, je le jette directement à la poubelle. Oui. Ok, d'accord. Alors, toujours dans les dispositions pratiques, cette fois au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dans les premières heures, ces mesures ont été communiquées aux fidèles méthodistes. Il y a une résurgence de la maladie. L'Église a-t-elle de nouvelles mesures à communiquer? Merci beaucoup, Olivia. Nous pensons que le Conseil de santé, dans les premières heures, a donné des dispositions pratiques. Oui. L'Église, dans la gestion de cette pandémie, est allée, je crois, tout droit en acceptant de véhiculer toutes les dispositions qui ont été prises par le Conseil de santé. Eu égard à tout ce que nous venons de dire, nous voulons donner encore plus de précision pour que tout le monde, toute l'Église s'en serve. D'accord. Alors, mesures de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour la sensibilisation contre la Covid. La Covid tue et cette pandémie continue de faire des ravages.
Les mesures de sensibilisation et de prévention doivent se poursuivre et le changement de comportement sera bénéfique pour tous en matière de santé. Il nous faut réduire, voire éviter les risques et menaces de propagation. C'est pour toutes ces raisons que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire prend les mesures suivantes. 1. Les cultes. L'organisation de 1 à 3 cultes afin de respecter scrupuleusement la distanciation de 1 mètre. Se laver les mains ou utiliser le gel hydroalcoolique obligatoirement avant d'accéder au temple pour tous ceux qui prennent part au culte. Désormais, le port du cache-nez est obligatoire pour tous à l'intérieur du temple et pendant toute la durée du culte. Il faut veiller à la désinfection systématique et la protection des microbes en cas d'usage multiple. 2. Les chorales. Prendre toutes les dispositions afin de respecter la distanciation de 1 mètre par choriste. Le port de la visière est obligatoire pour les choristes en tenue. Veillez aussi à la désinfection de tous les micros après usage. 3. Un temps de sensibilisation au plan national sur les mesures barrières doit être institué pendant les annonces tous les dimanches. 4. Une campagne de sensibilisation au plan national sera organisée avec tous les supports de communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, radio La Voix de l'Espérance, journal Écho d'Espérance, Espérance TV, direction des TIC, le COCOM, émission Dieu avec nous. Nota bene, les comités d'organisation dans les communautés locales doivent veiller au respect de toutes ces mesures. Nous comptons sur les pasteurs et les présidents des laïcs pour le suivi. Que tu crois ou que tu doutes, la Covid tue. Alors, respectons ces mesures, nos vies en dépendent. Que Dieu préserve et protège son Église, la Côte d'Ivoire et le monde. Signé Bishop Benjamin Boni. Merci très révérend pasteur. Alors rapidement, quelques secondes, vous avez écouté les mesures qui ont été communiquées. Elles respectent donc les mesures sanitaires. Bien sûr, elles respectent l'esprit et la lettre des mesures éditées par le gouvernement de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors nous sommes au terme de notre émission, de nos échanges. Avant le tour de table, rapidement professeur, en quelques minutes, parlez-nous de Ebola qui a ressurgi en Guinée. Très rapidement, Ebola, depuis le 14 février, a été notifié en Guinée, notamment dans la préfecture de Ezirekore, dans le village de Kekedou. C'est à quelques encablures, à quelques kilomètres de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette partie de la Guinée, il y a beaucoup d'échanges interhumains, transfrontaliers. Donc le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait un communiqué, a pris des dispositions pour que la maladie ne traverse pas la frontière. Tous les comités de veille d'Odiéné à San Pedro ont été réactivés. Il y a les comités communautaires dans les villages frontaliers qui ont été réactivés. Et donc, il a demandé aux populations, si une personne a une fièvre avec des saignements et des maux de tête violents, de se rendre
très rapidement dans un centre de santé pour que les dispositions sanitaires médicales soient prises pour éviter cette propagation en Côte d'Ivoire. De toute façon, les mesures barrières qui sont édictées contre la COVID-19 sont valables pour se protéger contre Ebola. D'accord, voici ce qui est rassurant. Alors, nous sommes au terme de notre rendez-vous. Rapidement, nous allons vous permettre de vous adresser aux populations qui nous suivent. Un message de sensibilisation également, mot de fin. Docteur Aoui. Merci, bien-aimé. Tout ce qu'on peut dire à la population, c'est que la Covid existe. La Covid, le virus circule dans la population ivoirienne actuellement. Ce n'est pas une vision, une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et les mesures pour s'en protéger existent et accessibles, moins chères. Il faut les mettre en pratique et se protéger sa famille et protéger nos prochains. Voilà ce que je peux dire pour... Professeur Dagnon. Juste en quelques mots, dit que nous n'avons pas de certitude en ce qui concerne la fin de la maladie. Beaucoup d'incertitudes encore dans tout le monde entier. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les mesures que nous avons adoptées ou que le gouvernement a édictées, que nous essayons de prendre à notre compte, il faudrait que ça soit dans un changement de comportement, non dans l'attente d'une fin probable pour qu'on puisse en passer. Il faut qu'on les intègre, d'autant que ça nous permet d'éviter d'autres maladies. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à porter le masque, à être distants, 1 mètre au moins, à se laver les mains, surtout se laver les mains. Ça va nous permettre d'éviter d'autres maladies. Exactement. Très révérend pasteur. Je voudrais à mon tour dire d'abord merci à tous ceux qui ont organisé cette émission et dire à toute la population ivoirienne, y compris tous les chrétiens, de prendre au sérieux toutes les remarques qui ont été faites par rapport à cette pandémie qui continue toujours de décimer de nombreuses personnes, non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais sur le plan planétaire. Que le Seigneur nous assiste, car il est le médecin par excellence. Avec lui, tout est possible. Le vaccin dont il est question, un vaccin qui va guérir tout le monde, nous avons foi qu'avec Dieu, tout est possible. Nous recevions donc sur ce plateau le très révérend pasteur Isaac Bodier, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Dagnon Ncho Simplice, membre de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Temple Jourdain de Marcory, membre du conseil de santé de l'EMUCI, enseignant-chercheur de santé publique à l'UFR Sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, responsable du laboratoire de recherche en santé publique, ex-directeur général de la santé, ex-directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, et le docteur Aoui Daniel, médecin, directeur général de l'hôpital méthodiste de Dabou, infectiologue, spécialiste de maladies infectieuses et tropicales, master, il est titulaire du master 2 de management sanitaire, de gouvernance et gouvernance hospitalière, prédicateur plein droit, nous ne l'avons pas mentionné plus tôt, président des laïcs adjoint de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Temple Bethel de Dabou. Et nous, pour refermer donc ces minutes d'information, nous pouvons que dire que la connaissance parle, mais la sagesse écoute. Soyons de ceux qui écoutent pour notre santé et la santé des autres. Prenez soin de vous. Dieu nous garde.